Le bombardier B-17 était un énorme quadrimoteur lourd utilisé par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, conçu pour les bombardements stratégiques à haute altitude. Il pouvait transporter une grande quantité de bombes sur de longues distances, était lourdement armé de 13 mitrailleuses réparties sur toute sa structure et pouvait encaisser d'énormes dégâts, ce qui lui valut le surnom de Flying Fortress, forteresse volante. Cependant, malgré ses capacités redoutables, voler en mission à bord d'un B-17 était une expérience terrifiante, extrêmement dangereuse et horriblement inconfortable. Chaque mission représentait un voyage en enfer et retour, si l'on avait la chance d'en revenir vivant. Aujourd'hui, nous allons décrire les dangers auxquels étaient confrontés les équipages de ces machines lors de leur mission extrêmement risquée, presque suicidaire, pourquoi il était si épouvantable d'y voler et le courage immense dont ces équipages faisaient preuve, courage qui leur coûtait souvent la vie. Quand le bombardier B-17 apparut pendant la Seconde Guerre mondiale, il était considéré comme une véritable merveille technologique pour son époque. Il était nettement plus grand que la plupart des avions de l'époque et disposait de capacités considérablement supérieures. Mais pour l'équipage, chaque seconde passée à bord était loin du confort et de la sécurité, et certaines positions dans cet avion étaient absolument effrayantes. Le B-17 était conçu pour voler à une altitude de croisière de 18 000 pieds, mais il n'était pas pressurisé. À cette altitude, il n'y a pas d'oxygène, ce qui obligeait l'équipage à porter des masques à oxygène. En raison des températures pouvant descendre à moins 60 degrés Celsius à l'intérieur, il devait porter des combinaisons chauffantes électriques pour se réchauffer. Si un membre d'équipage était blessé, le sang pouvait littéralement geler en s'écoulant de la plaie, ce qui dans certains cas sauvait même un soldat d'une hémorragie fatale. Bien sûr, il n'était pas rare que ces combinaisons tombent en panne ou soient endommagées, exposant les équipages à un manque d'oxygène extrêmement dangereux ou à de graves engelures. Un vétéran se rappelle qu'un camarade qui perdait l'apport en oxygène de son masque s'endormait simplement, et si personne ne l'aidait, il était mort en moins de 5 minutes. Il devait porter des gants car, autrement, s'il touchait quelque chose à main nue, la peau se décollait immédiatement. Les mitrailleurs, par exemple, lorsqu'ils devaient dégager une arme enrayée, pouvaient facilement perdre en doigts, ce qui arriva à beaucoup en raison des températures extrêmement basses, et nombreux furent ceux qui souffrirent d'engelures. Comme le B-17 était un avion très stable pour son époque, les équipages apprenaient à voler en formation serrée pour mieux se protéger mutuellement des chasseurs ennemis qui tentaient de l'intercepter. Cette formation serrée permettait des champs de tir croisés créant une boîte protectrice de feu de mitrailleuse contre les chasseurs ennemis. Cependant, les équipages de B-17 affirmaient que la partie la plus difficile de la mission était en réalité d'entrer en formation. Des dizaines d'avions devaient décoller l'un après l'autre à seulement 30 secondes d'intervalle, alors que l'un était encore en bout de piste, un autre commençait déjà derrière lui. À propos, rien que pendant l'entraînement au vol en formation, plus de 2800 aviateurs périrent dans des accidents. Logiquement, le plus grand danger restait la DCA-NI. Mais certaines positions dans l'appareil étaient en plus dangereuses et effrayantes, même en l'absence de l'ennemi. Expliquons cela un peu plus en détail. Mais tout d'abord, parlons du plus grand danger, la défense aérienne allemande pendant la guerre. Les défenses allemandes étaient extrêmement efficaces, et leurs canons antiaériens ainsi que leurs chasseurs furent responsables de la perte de nombreux B-17. Si vous connaissez un peu la Seconde Guerre mondiale, vous avez sûrement entendu parler du canon de flak de 88 mm, connu pour sa précision et sa puissance destructrice, utilisé avec une efficacité mortelle même contre les tanks. Ces canons pouvaient projeter des obus jusqu'à 30 000 pieds d'altitude, bien dans la zone de croisière des B-17. Ils étaient massivement concentrés autour des cibles de bombardement clés, comme les grandes usines et les villes stratégiques. Les obus de flak étaient conçus pour exploser à une altitude prédéterminée et disperser des éclats sur un large rayon. Un coup direct était dévastateur, mais comme le B-17 était principalement fabriqué en aluminium, même une explosion proche pouvait perforer le fuselage, les ailes ou les gouvernes, causant d'énormes dégâts ou tuant des membres d'équipage. L'imprévisibilité de la flak exerçait une terrible pression psychologique sur les équipages qui ne savaient jamais quand ils allaient voler dans un nuage d'éclats, ni si un obus strikerait leur avion. Les aviateurs pouvaient voir les avions voisins toucher, tomber et parfois exploser en plein ciel si les bombes ou le carburant étaient atteints. Voir un avion ami descendre sans qu'aucun parachute ne s'ouvre était une expérience brutale. Et tout le temps, vous demandiez « Est-ce moi le prochain à survivre ?» Et si cela ne suffisait pas, un danger encore plus grand arrivait, les pilotes de chasse allemands. Des chasseurs comme le Messerschmitt Bf-109 et le Focke-Wulf 199 étaient alertés par des stations radars et décollés pour intercepter les formations de bombardiers, attaquant généralement en vagues coordonnées. Ils effectuaient des attaques frontales pour viser le cockpit et les moteurs, ainsi que des attaques arrière et latérales pour exploiter les angles morts.
Les chasseurs allemands étaient équipés d'un mélange de canons de 20 ou 30 mm et de mitrailleuses de 7,92 mm. Alors ils étaient particulièrement craints et capables d'infliger de graves dégâts au B-17. Au début, les Alliés pensaient que le fait d'avoir 13 mitrailleuses signifiait que le B-17 était suffisamment protégé contre les chasseurs ennemis et n'avait pas besoin d'escorte. Mais cela s'avéra faux. Au début de la guerre, un problème majeur était que les chasseurs alliés chargés de protéger les formations de B-17 n'avaient pas la même autonomie que ces bombardiers et ne pouvaient donc pas les escorter pendant toute la mission. Plus tard, les chasseurs à long rayon d'action comme le P-51 Mustang escortèrent les bombardiers, réduisant considérablement les pertes. Passons maintenant à l'équipage et à certaines des positions dans l'avion, puis nous décrirons ce qui arrivait quand un avion était touché et le sort de son équipage. Tout d'abord, le cockpit était petit et très étroit, avec un plafond bas, obligeant parfois l'équipage à ramper dans l'avion. Les 10 membres d'équipage, portant des combinaisons encombrantes, des masques à oxygène, des gilets par éclat, des casques et des parachutes fixés à un harnais pour un déploiement rapide, occupaient leur poste. L'âge moyen de l'équipage était inférieur à 25 ans et statistiquement, leur taux de mortalité atteignait à peu près 20%, soit 50 fois plus que l'infanterie européenne et 10 fois plus que l'infanterie du Pacifique. Le mitrailleur arrière, chargé de la protection de la T, était assis sur ce qui ressemblait à une selle de bicyclette coupée, à moitié à genoux dans un espace minuscule. Bien qu'il n'y ait aucun poste sûr dans un B-17, on disait que la position du mitrailleur de sabord était de loin la pire. Il maniait des mitrailleuses jumelles de calibre 50 montées aux fenêtres latérales de l'appareil, dans un espace très confiné. Contrairement aux autres, ils n'avaient pas de siège et restaient debout ou à genoux, s'appuyant sur leurs armes pour viser et tirer. Les fenêtres ouvertes offraient un champ de tir large, mais laissaient entrer le froid glacial. Ils n'avaient qu'une protection minimale presque inexistante contre les tirs ennemis. En cas de collision avec d'autres avions ou lors d'atterrissage avec un train d'atterrissage endommagé, les mitrailleurs de sabord pouvaient être broyés à mort. Ensuite, il y avait le mitrailleur supérieur et le mitrailleur de tourelle ventrale, eux aussi armés de mitrailleuses jumelles de calibre 50. La tourelle supérieure était située juste derrière le cockpit, offrant une vue panoramique de 360 degrés, ce qui rendait le mitrailleur hautement visible et donc une cible privilégiée pour les chasseurs. Quant au mitrailleur de tourelle ventrale, installé dans une petite sphère sous l'appareil, la situation était encore plus inquiétante. L'espace exigu et claustrophobique l'isolait totalement du reste de l'équipage, et sortir en panique relevait de l'horreur. En plus d'être une cible privilégiée des chasseurs ennemis, il devait laisser son parachute dans le fuselage, faute de place dans la tourelle. Les tourelles ventrales nécessitaient un système hydraulique pour aligner la porte de sortie avec le compartiment de l'équipage. Si l'hydraulique était endommagée, le mitrailleur n'avait aucun moyen de sortir. Il n'existait que 2 positions où il pouvait quitter la tourelle. Dans toutes les autres, il était piégé. Cela entraîna la mort de nombreux mitrailleurs ventraux, incapables d'échapper à un avion détruit, enfermés jusqu'à l'impact au sol ou brûlés vifs. En cas de défaillance du train d'atterrissage, si le mitrailleur ventral n'avait pas quitté sa position, il était écrasé par le poids de l'appareil et littéralement écrasé sur la piste, ce qui arriva bien. En plus des membres d'équipage déjà mentionnés, la Flying Fortress comprenait le pilote, le copilote, le navigateur, le bombardier et l'opérateur radio. Mais que se passe-t-il quand un avion était touché ? S'il était encore relativement pilotable, l'équipage évaluait rapidement les dégâts et décidait de la suite. L'option préférée était d'essayer de maintenir le contrôle et de revenir à la base ou au moins jusqu'aux lignes amies pour tenter un atterrissage forcé. Mais beaucoup tombèrent en mer et ne revenirent jamais. Certains ont réussi à revenir avec seulement 2 moteurs sur 4, bien que l'avion soit pas conçu pour cela. Si les dégâts étaient critiques, le pilote donna le signal d'évacuation. L'équipage saisissait et préparait ses parachutes et se dirigeait vers la porte la plus proche, s'aidant les uns les autres pour tenter de sauver tout le monde. S'ils sautaient au-dessus de territoires ennemis, ils étaient généralement capturés. Dans le Pacifique, les aviateurs capturés connurent souvent un terrible sort et beaucoup moururent de la pire des façons en captivité. Tomber en mer était généralement mortel, sauf s'ils étaient rapidement retrouvés et secourus. Des opérations de sauvetage maritime existaient, mais pas tous les aviateurs abattus étaient retrouvés à temps. Cependant, beaucoup subirent des impacts directs, déclenchant l'explosion du carburant et des bombes, ou étaient simplement si gravement touchés que l'avion chuta trop vite pour que l'équipage ait la moindre chance d'échapper. Si cela vous intéresse, dans de futures vidéos, nous pourrons aborder plus en détail ces missions des aviateurs exceptionnellement courageux. Voici le cas d'une mission particulière, la mission Schweinfurt,